Que faut-il faire pour protéger la forêt casamançaise? La recherche de la réponse à cette question justifie la présence à Ziguinchor du directeur national des eaux, forêts et chasse. Le colonel Baïdeba s'est rendu sur le terrain pour constater le travail des forces de défense et de sécurité impliquées dans la lutte contre le trafic de bois. Aujourd'hui, nous sommes dans la région de Ziguinchor où nous sommes venus constater l'important travail mené par les forces de défense et de sécurité dans le cadre de la lutte contre le trafic de bois. Aujourd'hui, comme vous le savez, cette partie de notre pays fait face à une situation difficile et regrettable, donc ce trafic de bois. Mais en face, nous avons aujourd'hui un engagement sans faille et déterminant de l'armée sénégalaise qui est en train d'accompagner le service des eaux et forêts dans le cadre de cette lutte qu'on est en train de mener. Donc aujourd'hui, c'est une opportunité pour moi de magnifier la parfaite collaboration avec l'armée sénégalaise, avec la gendarmerie nationale. Aujourd'hui, toutes les composantes des forces de défense et de sécurité sont impliquées dans cette lutte. Les populations adhèrent déjà à cette croisade lancée par les autorités qui ont pris un certain nombre de mesures comme la criminalisation du trafic de bois pour décourager les pilleurs et protéger du coup la dernière réserve forestière du Sénégal. Kandiala, un quartier périphérique de la commune de Ziguinchor, vit un calvaire. Sevré brutalement des bus Tata, ce qui est devenu un véritable casse-tête chinois. Avec le début de l'hivernage, les bus, les chauffeurs ont prétendu que le reste de la chaussée qu'ils pratiquaient avant le début n'était pas bon et donc ils ne pouvaient pas continuer véritablement à nous déposer à l'ancien terminus comme il le faisait auparavant parce que l'état de la route ne le permet plus. Parce que nous, maintenant, vous imaginez, c'est à peu près 1 kilomètre que nous sommes obligés de marcher pour rallier le bus. Et ceux qui ne peuvent pas le faire sont soit obligés de prendre un taxi ou bien des Jakarta et véritablement ça coûte cher. Ce matin, moi, pour aller en ville, j'étais obligé de prendre le taxi. Et donc, le reste du temps, bon, je le fais à pied, c'est 1 kilomètre sous la chaleur. Vous voyez bien que ce n'est pas facile. Cette situation alarmante empoisonne l'attention des populations qui peinent à rallier l'arrêt des bus à leur domicile. La cause est la mauvaise piste. Il n'y a pas d'accès. En période d'hivernage, on a de sérieux problèmes. Nous, surtout nous les femmes, on a de sérieux problèmes pour écouler nos marchandises et aller au marché, pour aller aussi à l'hôpital pour se faire soigner. On a de sérieux problèmes. C'est difficile pour nous. Du coup, ces populations interpellent les autorités compétentes à mettre en œuvre le projet de bitumage de cette piste tant attendue. Ce jeudi 13 juillet, la délégation des autorités administratives et académiques de Ziguinchor a effectué la traditionnelle visite dans les différents centres d'examen d'IBFM. Cette visite place le préfet de Ziguinchor, Ibra Fall, dans une satisfaction absolue malgré les absences enregistrées d'élèves et de surveillants. L'échantillon des centres d'examen que nous avons vérifié nous a permis de constater que tout se passe bien dans l'ensemble. Puisque même si on a noté quelques absents chez les surveillants et les candidats, ces absences n'ont pas entamé le bon déroulement des épreuves. Puisque les différents présidents de jury ont rapidement trouvé un palliatif pour remplacer ces quelques absents. Babacar Diak, IEF de Ziguinchor, faisant constat des statistiques dans les différents centres visités, regrette l'absence des surveillants. Nous avons 4 981 candidats sur l'ensemble du département, dont 2 591 filles et 2 390 garçons. C'est pour 38 jurys. Donc c'est au niveau du jury de Djignabo, du centre de Djignabo qu'il y a au moins 4 jurys. C'est pourquoi il y a plus de jurys que de centres. Le sentiment de satisfaction noté chez les autorités est partagé par les élèves qui trouvent les épreuves abordables. Mais les épreuves c'était pas mal quoi, c'était difficile et facile quoi. Si tu concentres bien, tu auras tes moyennes et tu auras ton BFM en défi quoi. C'est pas méchant, ça s'est bien passé. Pour l'instant, c'est pas encore difficile. C'est pas dur là. Il y aura de concentration. Si tu te concentres, c'est pas difficile quoi. Pour réussir, les candidats sont concentrés dans leurs épreuves.
en attendant les résultats prévus dans quelques jours. Je pense qu'il y a une priorité, il faut prioriser les choses. Nous avons été investis d'une mission de servir les populations, quelles que soient par ailleurs les préoccupations qui peuvent nous rattraper en cours de route. Je pense que la mission première, c'est de servir les populations. Et donc nous en faisons une obligation. Ce qui fait que tous les jours, je suis à mon bureau de 7h30 à 17h. C'est après ça maintenant que je me consacre à la campagne électorale. Il y a effectivement un certain nombre d'agents et d'élus qui sont à temps plein dans la campagne électorale. Effectivement, cela affecte un peu la fluidité du travail au niveau de la mairie. Mais en tout état de cause, le service reste continu à la mairie parce qu'il y a d'autres agents qui sont là et qui vraiment assurent le. Moi, je suis là tous les jours, comme je vous l'ai dit, et pour la mairie et pour le conseil départemental, de 7h30 à 17h. Maintenant, après 17h, vraiment, je vais rejoindre mes amis pour la campagne électorale. Moi, je suis venue le matin pour faire mes dossiers. Donc, il y avait une petite coupure d'électricité. Et donc, ils nous ont rassurés, ils nous ont dit d'aller attendre. Et ils sont venus. Maintenant, je suis en train d'attendre mon dossier. Quand vous êtes venus m'appeler, même ils allaient m'appeler pour me demander de prendre mon dossier. Mais aujourd'hui, quand je suis venue, tout allait bien. Je n'ai pas vu d'incident qui nous ont dit qu'ils sont partis pour les campagnes. Donc, ça va. Air Force One est arrivé sur le tarmac d'Orly à Paris. Donald Trump en est descendu avec sa femme Melania. 6 heures de vol pour arriver la veille des cérémonies du 14 juillet, passer en revue le personnel civil et américain avant d'entamer la partie diplomatique de sa visite de 2 jours. Le programme du président américain concocté par l'Élysée est chargé. Accueil solennel, les cérémonies militaires aux Invalides, visite du tombeau de Napoléon, entretien au palais de l'Élysée, puis dîner des couples présidentiels dans un restaurant étoilé de la Tour Eiffel, avant le défilé demain sur les Champs-Élysées. Le président Trump est très excité, la première dame aussi. Rendre visite à un couple comme les Macron dans la ville lumière, c'est assez prodigieux, a confié un haut responsable américain. Le défilé du 14 juillet n'est pas uniquement l'occasion pour la France de faire une démonstration de force de ses moyens militaires. C'est aussi une arme de séduction massive et Donald Trump n'en est pas la première victime. L'invitation parisienne est de plus en plus employée par les présidents de la République. En 1989, bicentenaire de la Révolution oblige, François Mitterrand marque un grand coup en invitant plusieurs chefs d'État, dont George Bush père. Il était alors le dernier président américain à venir à Paris à l'occasion de la fête nationale. D'autres présences ont été moins consensuelles, comme celle de Bachar el-Assad, invité en France avec d'autres chefs d'État pour célébrer le lancement de l'Union pour la Méditerranée. Et puis le défilé est aussi un argument de choix pour la vente d'armes made in France, que ce soit en Inde ou au Qatar. Reste à savoir dans quelle mesure Donald Trump sera séduit par l'offensive de charme à la française à coups de marche militaire, d'honneur qui lui sont rendus et de bleu, blanc, rouge. Magatte Gueye, pêcheur sénégalais, inspecte les dégâts sur sa pirogue après une course-poursuite avec les gardes-côtes mauritaniens. Il nous montre où il s'est caché avec ses frères et son équipage quand les autorités ont criblé de balles son bateau. Le 27 janvier dernier, ils plaçaient leur filet sur la côte mauritanienne quand les gardes-côtes du pays ont ouvert le feu. Alors qu'il changeait de réservoir, une balle a été tirée en sa direction. Il a tenté de l'éviter en se baissant, mais la balle lui a traversé le bassin. Je croyais que c'était fini. Je pensais qu'on était mort. Personne ne disait plus un mot. J'ai perdu beaucoup de sang. 3 personnes ont été blessées lors de l'incident, dont cet homme, Doudou Ndiaye. La balle a transpercé ma jambe gauche avant de perforer la droite. J'ai eu les 2 membres cassés. Un accord entre la Mauritanie et le Sénégal permettant la pêche des 2 côtés de la frontière a été rendu caduc en 2015. Depuis, les altercations entre pêcheurs sénégalais et gardes-côtes sont fréquentes. Après l'incident, les autorités mauritaniennes ont mis plus de 2 semaines à réagir. Un groupe de pêcheurs sénégalais s'est introduit illégalement dans les eaux mauritaniennes, ce qui a provoqué une intervention de nos gardes-côtes. Les pêcheurs sénégalais ont riposté avec des tirs de cocktails Molotov. Et les filets qu'ils ont lancés à l'eau se sont entremêlés aux hélices des bateaux mauritaniens.
Par la suite, les pêcheurs illégaux ont tiré le bateau des gardes-côtes vers la frontière sénégalaise, ce qui a obligé nos gardes-côtes à faire usage de la force. Les pêcheurs nient ces accusations et affirment avoir été en eau territoriale sénégalaise. Kai Gay, le capitaine de la pirogue visée, a été épargné. Son troisième frère, Bara Gay, était en soins intensifs. Il n'a pas eu la même chance. Bara a reçu une balle dans la nuque. Avec le recul, j'ai un sentiment de colère. J'ai des envies de meurtre. Bara est resté dans le coma pendant plusieurs semaines. Il est mort le 21 mars dernier. Ses frères et les autres pêcheurs attendent plus de protection du gouvernement. Ils souhaitent aussi voir l'accord avec la Mauritanie renouvelé, ce qui profiterait à des millions de Sénégalais.